Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la leçon transformation chimique d'un système. Alors, c'est la dernière leçon dans le programme de chimie pour les troncs communs. Très bien. Alors, dans cette leçon, Inch'Allah Rahman Rahim, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, premièrement, comment modéliser une transformation chimique. Alors, une transformation chimique, d'après ce que vous avez déjà fait en deuxième année collège, alors on va redonner la définition, on va redéfinir c'est quoi une transformation chimique et comment peut-on la modéliser. Et après, quelle est la grandeur qui va nous permettre de suivre l'évolution d'une transformation chimique. Alors c'est ça l'objectif de la leçon, ce qu'on va essayer donc de faire aujourd'hui. Alors on commence par la première activité, modélisation d'une transformation chimique. Alors on va essayer donc de faire une expérience. Dans un tube à essai, on verse un volume V1 d'une solution de sulfate de cuivre. Alors la solution de sulfate de cuivre, c'est quoi? C'est Cu2+, il est composé des ions Ce2+, et des ions SO4-. Puis, on ajoute une quantité de solution d'hydroxyde de sodium, Na+OH-. Alors bien sûr, vous avez déjà fait ce genre de réaction en troisième année collège. Alors c'est parmi les tests de reconnaissance ou de mettre en évidence la présence des ions Cu2+ dans une solution. En ajoutant l'hydroxyde de sodium, vous allez avoir une formation de quoi? D'un précipité bleu. Un précipité, ça veut dire un solide qui se forme et qui se précipite au fond du tube. Alors donc, c'est la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Alors la première question vous demande quoi? Quelles sont les espèces chimiques présentes à l'état initial du système chimique? Et préciser leur état physique. Deuxième question, quelles sont les espèces chimiques présentes à l'état final du système chimique? Et préciser leur état physique. Troisième question, écrire l'équation de la réaction chimique qui modélise ces transformations chimiques. Alors pour la première et la deuxième question, on va répondre, voilà, donc on va donner uniquement une seule réponse. Alors on va regrouper, on va répondre sur les deux questions. Comment? Alors premièrement, si on vous demande le système, de préciser le système chimique. Alors ça veut dire quoi le système chimique? Tout simplement l'ensemble des espèces chimiques présentes dans ce système. Et je peux définir le système chimique donc normalement en trois états. Quels sont les états? L'état initial, l'état final et un état qui peut être entre les deux. On l'appelle comment? On l'appelle l'état intermédiaire. Alors, ça veut dire quoi l'état initial? L'état initial, ça veut dire au début de la réaction. Ça veut dire à l'instant t est égal à 0. Ça veut dire que la réaction donc n'est pas encore achevée. Alors, donc, il n'est pas encore, commencé. D'accord? Alors, donc, ça veut dire donc les dispositions ou les espèces chimiques présentes au moment de la réaction. D'accord? Avant de commencer la réaction. Très bien. Et après, à la fin de la réaction, on va redéfinir un autre état. Ça veut dire une fois que la réaction s'est terminée. Alors donc, on va appeler ça donc l'état final. Alors, on va redéfinir le système chimique à l'état final. Alors bref, définir un système chimique, c'est tout simplement indiquer les espèces chimiques présentes, voilà, soit à l'état initial, soit à l'état final. Alors, au début de la réaction, qu'est-ce que vous avez? Vous avez introduit donc le sulfate de cuivre
formé par les deux ions Ce2+, et SO4-, et la solution d'hydroxyde de sodium, formée de quoi? Des ions Na+, et des ions OH-. Et puisque vous êtes dans une solution aqueuse, alors donc ça veut dire que vous avez de l'eau. Donc on voit bien qu'à l'état final, vous avez formation d'un précipité. Alors ce précipité se forme, il est formé de quoi? Des ions Ce2+, et des ions OH-. C'est un composé ionique. Voilà, donc c'est CuOH2. Ça veut dire en réalité, la réaction s'effectue uniquement entre les ions Ce2+, et des ions Na+. Très bien, alors je passe à la collection. J'espère que j'étais clair. Alors, comme j'ai dit, pour redéfinir ou définir un système chimique, alors on doit préciser tout simplement les espèces chimiques présentes à l'état initial. Alors, un système chimique, c'est le mélange que vous avez. Alors donc, vous pouvez définir donc toutes les espèces chimiques présentes, et aussi on peut définir aussi donc les conditions expérimentales. Alors donc, au début de la réaction chimique, alors notre système est constitué des ions Ce2+ et SO4-, et bien sûr vous devez à chaque fois préciser l'état. Alors aqueux ici, alors aqueux, alors il indique quoi? Que c'est un état qui est aqueux. L'état aqueux, c'est tout simplement une espèce chimique qui est en solution. D'accord? Alors donc, C2+ à l'état aqueux, SO4-, aussi c'est un ion à l'état aqueux, Na+, OH-, et bien sûr, puisqu'on travaille avec des solutions aqueuses, ça veut dire que le solvant utilisé, c'est l'eau. Et après, donc, on indique aussi, donc, parfois, c'est pas toujours le cas, mais parfois, on précise aussi, donc, les conditions expérimentales. Ça veut dire, donc, vous précisez la température, vous précisez la pression. Alors, donc, et à l'instant t est égal à 0, vous avez ce système. Alors, ce système va faire quoi? Va évoluer. Voilà, donc, il va évoluer pour donner un autre système. Et ce système, on l'appelle le système à l'état final. Alors, parce que le système ne va pas s'arrêter là. Une fois que vous mélangez les deux solutions, automatiquement, il y aura formation d'un précipité bleu. Ça veut dire, vous aurez quoi? Vous aurez une transformation chimique. Et cette flèche-là, il indique le sens de cette évolution. Alors, une fois que la transformation chimique est faite, ça veut dire à l'état final, une fois que cette réaction est achevée, alors donc, vous aurez quoi? On a dit qu'il y a formation d'un précipité, voilà, donc bleu, CuOH2, qui bien sûr donc ce composé il est dû à quoi? À la réaction entre les ions Ce2+ et les ions OH-. On va dire que la réaction qu'on a lieu donc ici, donc elle est totale, ça veut dire qu'il y aura disparition des ions Ce2+ et disparition des ions OH-. Alors si on dit par exemple les deux lois de la réaction chimique. La définition d'une réaction chimique, c'est quoi? C'est la disparition des réactifs et apparition de nouvelles espèces chimiques, on les appelle des produits. Alors on va dire qu'il y aura disparition de Ce2+ et OH-. Ces deux-là vont réagir entre eux, donc pour vous donner le composé CuOH2. Après, SO4-, vous l'avez à l'état initial et vous l'aurez toujours à l'état final. Les ions Na+ aussi, et bien sûr le solvant aussi. Alors donc, ces ions, les appellent comment? Les appellent des espèces chimiques spectatrices. Ou ce sont des éléments spectateurs. Ions spectateurs, ça veut dire ce sont éléments spectateurs ou espèces chimiques spectatrices. C'est tout simplement des espèces chimiques qui ne participent pas dans la réaction chimique. Ça veut dire qu'ils sont toujours là, dans la solution. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est uniquement de vérifier l'électroneutralité de la solution. D'accord? Très bien. Et puisque, voilà, donc on est dans les mêmes conditions de température et de pression, alors donc la température ne va pas changer et la pression aussi. D'accord? Alors, je répète, si on vous demande de définir un système chimique soit à l'état initial, soit à l'état final, on vous demande uniquement de faire quoi?
d'indiquer les espèces chimiques présentes dans la solution à l'état initial et dans la solution à l'état final. Très bien. Alors la troisième question, on a demandé quoi? On a demandé la transformation chimique. Comment on va modéliser une transformation chimique? Alors on a dit qu'une transformation chimique est modélisée par une réaction chimique. D'accord? Et cette réaction chimique elle sera représentée par quoi? Par une équation. Alors donc l'équation de cette transformation chimique, alors on a dit c'est quoi les deux solutions qu'on a utilisées? Alors c'est la solution de sulfate de cuivre plus la solution de la soude. En mélangeant les deux, vous aurez quoi? Vous aurez voilà le précipité, l'hydroxyde de cuivre, avec bien sûr la présence des ions Na+ et SO4 2-. Très bien. Alors comment je vais écrire une réaction chimique? Alors on fait quoi? On indique les symboles des réactifs, donc le côté gauche de l'équation, donc avec des signes plus bien sûr. Vous pouvez avoir plusieurs réactifs et une flèche pour indiquer le sens de l'évolution, pour donner voilà les produits. Alors donc on met les produits, les symboles chimiques des produits de l'autre côté de la flèche, en précisant à chaque fois donc l'état physique. Alors l'état physique est obligatoire à chaque fois de l'indiquer. Très bien. Alors ça c'est la réaction, on appelle ça la réaction globale. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la réaction globale? Alors vous indiquez tout, les symboles des solutions et ainsi de suite. Mais si vous voyez les éléments qui sont en bleu, alors normalement la réaction qui s'effectue uniquement entre les ions C2+ et les ions Na+. Alors les ions SO4 2-, vous l'avez la partie réactive et la partie produit. La même chose pour les ions H-, vous les avez la partie réactive et la partie les Na+, la partie le réactif, la partie produit aussi. D'accord? Très bien. Alors dans ce cas, ces éléments SO4 2-, Na+, alors on les appelle comment? On les appelle des espèces chimiques spectatrices. D'accord? Des espèces chimiques spectatrices. Alors on va les simplifier. D'accord? Alors pour indiquer tout simplement une seule équation chimique, on l'appelle l'équation chimique simplifiée, celle qui contient uniquement les réactifs et les produits. D'accord? Alors donc, bien sûr, donc la réaction doit être équilibrée. Alors c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Très bien. Alors, vous avez ici, voilà, donc le nombre 1, bien sûr on ne l'écrit pas. Alors donc c'est ces chiffres. Alors vous avez ici 1, après donc vous avez ici pour OH- 2, et ici donc vous avez 1. Alors s'il s'agit de 1, donc on ne l'écrit pas. Alors ces nombres que vous avez ici, qui sert à faire quoi? À équilibrer l'équation chimique, on les appelle les coefficients stoichiométriques. On les appelle comment? Des coefficients stoichiométriques. Très bien. Alors, la partie essentielle de cette activité. Alors, premièrement, c'est quoi un système chimique? Alors, on appelle système chimique l'ensemble des espèces chimiques présentes lors d'une transformation chimique. Alors, si on vous demande de préciser le système, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de déterminer les différentes espèces chimiques présentes lors d'une transformation chimique. Très bien. Très bien. Une transformation chimique, c'est quoi? Une transformation chimique est une évolution d'un système chimique d'un état initial à un état final. Alors, une transformation chimique, c'est tout simplement une évolution. Ça veut dire qu'il y a une évolution d'un système, d'un état, qu'on va appeler état initial, à un autre état. Alors, l'évolution, ça veut dire qu'il y a une transformation. Ça veut dire qu'il y a une réaction entre des espèces chimiques. Des espèces chimiques qui vont se disparaître, d'autres qui vont apparaître. D'accord?
Et bien sûr, on va redéfinir ça tout à l'heure. Et entre l'état initial et l'état final, alors vous avez ce qu'on appelle voilà, un état intermédiaire, on peut l'appeler aussi l'état en cours. Au cours d'une transformation chimique, des espèces chimiques appelées réactifs disparaissent et de nouvelles espèces chimiques appelées produits apparaissent. Alors donc on a déjà donné cette définition tout à l'heure. C'est la définition d'une transformation chimique. Alors faites attention, il ne faut pas confondre une transformation chimique avec une transformation physique. Alors la transformation physique, elle est uniquement un changement d'état. Par exemple, l'eau peut passer d'un état solide à un état liquide. Alors dans ce cas, donc, on parle toujours de transformation physique. Ça veut dire qu'il y a un changement d'état. Par contre, une transformation chimique, ça veut dire qu'il y a disparition. Alors, il y a disparition des réactifs et apparition de nouveaux produits. Pour décrire une transformation chimique, on la modélise par une réaction chimique, dont l'équation est représentée par les symboles des réactifs et des produits. D'accord? Alors, la transformation chimique, elle est modélisée par une réaction. Et cette réaction, comment je vais l'écrire? Comment je vais la représenter? Je vais la représenter par une équation. D'accord? Et cette équation, dans cette équation, je vais utiliser quoi? Tout simplement les symboles des réactifs avec des signes plus, une flèche pour indiquer le sens de l'évolution, et par défaut, ça sera toujours gauche vers droite. Alors donc, il ne faut pas s'amuser donc à mettre le sens de la flèche n'importe comment. Non, alors c'est toujours de partie gauche vers partie droite. Alors c'est toujours du réactif vers les produits. Alors c'est standard. Alors donc on garde toujours ce sens. Très bien. Et la dernière, voilà, on marque la partie essentielle. Lors d'une réaction chimique, il y a conservation des éléments chimiques. Alors on a déjà parlé de ça. Le moment où on a fait la conservation de l'élément cuivre. Alors, donc, le moment où on a fait l'élément chimique. Alors, donc, c'est le moment où on a fait la partie de l'atome. Et le modèle de l'atome, surtout. Alors, le moment où on a fait aussi, donc, l'élément chimique, la définition de l'élément chimique et des composés ioniques. Alors, je répète, lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments et leur nombre, ainsi que la charge globale. La charge, je parle bien sûr de la charge électrique. Bien sûr, ça c'est quoi? Alors là, on va parler des lois. Les lois de la réaction chimique. Alors donc, les lois de Lavoisier. Alors donc, les lois d'une réaction chimique, c'est quoi? La première loi, c'est la conservation de masse. Ça veut dire que la masse des réactifs, la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses des produits. Entre parenthèses, les quantités sont stoichiométriques. La deuxième loi, c'est la conservation des atomes en genre et en nombre. Et comme application directe de la deuxième loi, on fait quoi? On fait équilibrer une équation chimique. Alors, donc l'équation chimique doit être équilibrée en utilisant ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. On les appelle comment? Des coefficients stoichiométriques. Alors faites attention, les coefficients stoichiométriques seront toujours des entiers positifs. Ça va? Alors parfois, dans des ouvrages, vous allez trouver qu'il s'agit voilà, des fractions. Alors c'est faux. Normalement, vous devez utiliser uniquement des entiers. Il faut donc voilà, réduire voilà, donc par le plus petit dénominateur. Alors donc, on commun bien sûr, et pour donner uniquement des entiers qui sont comment? Des entiers positifs. Très bien. Alors, on passe maintenant à l'activité numéro 2, bilan de matière. Alors, un morceau d'aluminium de masse petit m qui est égal à 10 grammes est introduit dans un volume de 250 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique.
Alors l'acide chlorhydrique, il est représenté par H plus Cl-. Alors donc il contient les ions H plus et Cl-. De concentration molaire, 5 fois 10-1 mol par litre. Alors comme produit, vous avez quoi? Vous avez du dihydrogène et produit. Alors donc vous avez quoi? Vous avez la production de dihydrogène. Et aussi, on observe voilà, la présence des ions aluminium, Al3+. Alors, automatiquement ici, donc ça sera quoi? C'est une réaction entre les morceaux d'aluminium, ça veut dire l'aluminium voilà, donc solide, ça va, avec bien sûr les ions H+. Parce qu'un acide chlorhydrique, ou normalement les acides, alors ce sont quoi? Donc l'ion qui réagit, alors c'est l'ion H+. On peut le symboliser dans des réactions par H3 ou plus. Alors c'est ça ce que vous devez faire. Normalement, vous allez premièrement collecter les espèces chimiques. Indiquer les espèces chimiques que vous avez à l'état initial et à l'état final. Alors, à l'état initial, vous avez l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Et bien sûr, l'eau. D'accord? Alors, vous avez Al, H+, Cl-. Et bien sûr, l'eau. Et à l'état final, vous avez quoi? Alors, donc, vous avez apparition de dihydrogène, H2, et des ions aluminium, Al3+. Alors, la première question vous demande quoi? Alors, la première question, c'est de donc écrire l'équation de la réaction chimique. Et bien sûr, donc, à chaque fois qu'on vous demande d'écrire l'équation, alors on fait référence à quoi? Une équation qui est équilibrée. Et une équation qui est comment? Équilibrée. Très bien. Passe à la collection. Alors, l'équation de la réaction chimique, c'est quoi? Alors, on a dit que la réaction s'effectue entre quoi et quoi? Entre l'aluminium solide et les ions H+. Alors, bien sûr, on va indiquer uniquement l'équation simplifiée. Qui vous donne quoi? Qui vous donne les ions Al3+, voilà, et le dihydrogène. Et après, vous utilisez les coefficients stoichiométriques pour équilibrer l'équation. Alors, vous avez ici, donc, bien sûr, il faut jouer, il faut donc chaque fois utiliser des nombres entiers, voilà, pour arriver à équilibrer l'équation. Alors, vous avez déjà fait ça, de toute façon, je vais vous donner des exercices d'application pour s'entraîner à équilibrer une équation. Alors, 2Al, 6H, alors 3 fois 2, c'est 6 hydrogène. Alors, ça, au point de vue atome. Et au point de vue charge électrique, alors ici, vous avez 6 charges positives. Alors 2 fois 3, vous aurez aussi 6 charges positives. Alors donc, l'équation est bien équilibrée, soit au point de vue atome ou au point de vue charge électrique. Alors c'est ça l'équation à étudier. Très bien. Après avoir écrit l'équation de la réaction, on passe à la deuxième question. Quelles sont les quantités de matière initiale des réactifs? Alors, ça veut dire quoi là? On va déterminer les quantités de matière initiale, ça veut dire utiliser à l'état initial. Alors, quels sont les réactifs? On a dit que ce sont les ions aluminium, pardon, l'aluminium solide et les ions H+, donc les réactifs. Alors, on va utiliser les relations déjà vues, la mole, la quantité de matière et comment on détermine les quantités de matière s'il s'agit d'un état solide, un état liquide, et voilà, donc à l'état gazeux. Alors, vous allez utiliser les mêmes relations. Alors, je commence par le premier réactif, l'aluminium. Alors, l'aluminium, donc, c'est à l'état solide. Alors, je peux utiliser la relation de base. N0. N0, c'est quoi? C'est tout simplement ce 0, il indique que c'est à l'état initial. D'accord? Alors, N0 de l'aluminium est égal à la masse sur la masse molaire. Vous avez la masse. Et vous avez la masse molaire comme donnée. Alors donc, vous divisez 10 sur 27. Ça va? Alors, les masses molaires atomiques, vous les aurez bien sûr sous forme de données. Alors donc, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 0,37 mol. Alors, soit vous l'écrivez de cette forme-là, soit vous l'écrivez en notation scientifique, c'est comme vous voulez. D'accord? Mais donc, si
Si vous l'écrivez en notation scientifique, vous devez toujours utiliser 3 chiffres significatifs. La même chose pour la quantité de matière initiale pour les ions H+. Alors on a dit pour les ions H+, ils sont en solution. Alors là, je vais utiliser donc la relation de la quantité de matière. Alors donc c'est pardon. On sait que la quantité de matière est égale à quoi? Elle est égale à la concentration fois le volume. Alors donc la quantité de matière des ions H+ est égale à la quantité de matière de la solution HCl. Ça va? Alors donc est égal à C fois V. La concentration, vous l'avez déjà, c'est 5 fois 10 moins 1, multiplié par le volume. Alors là, faites attention, vous devez le convertir. Vous avez 250 cm3, alors donc il faut le convertir en litres. Alors 6 fois 10 à la puissance moins 3. Et vous trouvez quoi? 0,125 moins. Alors comme ça, on a fait quoi? On a déterminé, voilà, les quantités de matière à l'état initial. Très bien. On passe à la troisième question. Établir un tableau d'avancement de cette réaction chimique. Très bien. Alors, c'est quoi un tableau d'avancement? Alors, le tableau d'avancement, c'est le tableau essentiel. C'est le tableau de bord pour suivre l'évolution d'une réaction chimique. C'est la pièce maîtresse, voilà, de cette leçon. Alors, ce tableau, vous devez l'apprendre par cœur. Ça va? Au début, donc, vous allez trouver quelques petites difficultés, mais après, donc, ça, vous pouvez le faire les yeux fermés. Très bien. Mais vous devez faire attention à des choses que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, donc, on va prendre soin du tableau parce que le tableau d'avancement, vous l'aurez l'année prochaine et en deuxième année baccalauréat. Alors, je répète, c'est un outil indispensable pour répondre aux questions et pour suivre l'évolution d'un système chimique. Alors, c'est quoi, premièrement, un tableau d'avancement? Alors, le tableau d'avancement, il est cette forme-là. Alors, comment je veux le dessiner? Alors, le tableau, puisque c'est un tableau, alors il contient des lignes et des colonnes. Très bien. Alors, la première ligne, je vais écrire quoi, la première ligne? Je vais écrire, donc, l'équation de la réaction chimique. Équilibrée, bien sûr. Alors là, il faut prendre tout votre temps pour bien équilibrer l'équation chimique. Sinon, si vous avez fait des erreurs, les coefficients stoichiométriques, alors dans ce cas, vous aurez un tableau qui est faux. Un tableau qui est faux, ça veut dire donc l'exercice, tout l'exercice qui sera faux. D'accord? Alors la première ligne, je vais faire quoi? Je vais indiquer, voilà, tout simplement l'équation chimique. Et je vais bien indiquer, symboliser les éléments. Je vais bien écrire l'équation. Ça va? Et faire des petits espacements entre ces éléments. Très bien. Après la deuxième ligne, alors la deuxième ligne, vous avez quoi? On les appelle des en-têtes de colonne. La deuxième ligne, vous indiquez les en-têtes de colonne que vous allez dresser. Alors la première colonne, vous aurez l'état du système. Ça veut dire quoi? On a déjà défini ça tout à l'heure. Ça veut dire vous allez déterminer les quantités de matière des espèces chimiques qui participent à la réaction à l'état initial et à l'état final. Et aussi, on doit préciser ça, voilà, entre un état qu'on va appeler état intermédiaire et parfois on l'appelle aussi l'état en cours. Alors, c'est un état imaginaire, voilà, donc entre l'état initial et l'état final. Ça va? Très bien. La deuxième colonne, c'est l'avancement de la réaction. L'avancement de la réaction, c'est tout simplement la quantité de matière. C'est comment évolue le système. Alors, pour bien expliquer le tableau d'avancement, alors je vous invite à voir donc la vidéo que je vais vous envoyer, Inch'Allah Rahim, pour comprendre c'est quoi là l'avancement d'une réaction. La deuxième, alors donc, la troisième partie, le tableau. Alors donc là, donc vous allez mettre quoi? Vous allez mettre les quantités de matière en mol. Les quantités de matière en mol, voilà, pour chaque espèce chimique, pour chacune des espèces chimiques présentes dans la réaction.
Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le moment où vous allez écrire l'équation chimique, et alors il faut mettre un peu d'espace pour bien représenter, pour bien écrire les données sur le tableau, pour avoir un tableau bien représenté. Alors ici, je vais diviser cette partie-là, bon, voilà, en colonnes. Alors le nombre de colonnes que vous aurez, et là, sera égal au nombre des éléments que vous avez dans votre équation. Alors essayez de centraliser chaque élément qui participe dans la réaction par colonne. Alors donc cette colonne, ça sera consacré à quoi? À indiquer les quantités de matière à l'état initial, final et intermédiaire. Pourquoi? Pour l'aluminium. Cette colonne pour les ions H+, cette colonne pour l'ion Al3+, et cette colonne pour H2. Alors ici, vous avez uniquement 3 éléments. Alors vous aurez 3 colonnes. Si vous avez 5 éléments ici, alors vous aurez 5 colonnes. Alors le nombre de colonnes que vous aurez ici, alors donc il dépend de quoi? Du nombre des espèces chimiques que vous avez dans l'équation. D'accord? Très bien. Alors l'avancement de la réaction à l'état initial. Alors, ça veut dire l'état initial, ça veut dire la réaction n'a pas encore commencé. Alors l'avancement est égal à 0. D'accord? Alors l'avancement à l'état intermédiaire, on va le symboliser avec le symbole X. Alors la lettre X, il va faire quoi? Alors c'est une quantité de matière, ça veut dire à l'échelle microscopique. Alors donc c'est combien je vais prendre. Par exemple, si la lecture, on revient à lire l'équation chimique. Alors comment on a pu lire l'équation chimique, par exemple, au début de la mole? Alors on a dit que la lecture d'une équation chimique c'est fait par la mole, par unité de mole. Alors le moment où vous voulez lire cette équation, il ne faut pas dire 2 atomes d'aluminium avec plus 6 ions, non. Alors on dit 2 moles d'aluminium, voilà, plus 6 moles d'ion H+, vaut donc 2 moles d'Al3+, plus 3 moles de H2. Alors donc ça c'est à chaque fois donc l'évolution. Alors donc de toute façon, on a déjà expliqué ça dans la vidéo, voilà, donc préparation de jus, que je vais vous envoyer avant, vous allez voir ça avant la vidéo. Et vous allez bien comprendre X. D'accord? À l'état final, je vais nommer X, X max. Ça veut dire donc la plus grande, l'avancement maximal. Ça veut dire que là, un réactif est épuisé. Alors vous n'aurez plus donc de réactif. Ça veut dire donc à quel moment la réaction va s'arrêter? Une fois qu'il y a disparition totale d'un réactif ou la disparition de tous les réactifs. D'accord? Et comme ça, la réaction va s'arrêter. Bien sûr, la réaction ne va pas durer éternellement. Alors, comment je vais faire ça? Un réactif limitant, c'est le réactif... Pardon? Alors, c'est le réactif qui va s'épuiser en premier. Le réactif limitant, c'est quoi? C'est le réactif qui va s'épuiser en premier. Ça veut dire que c'est lui qui va limiter la réaction. Alors, on a dit que la quantité de matière, ici, donc, il va faire quoi? Il va diminuer. Jusqu'à combien? Jusqu'à 0. Mais c'est quoi le premier qui va arriver, qui va s'épuiser en premier? Parce que le premier qui va s'épuiser, c'est lui qui va limiter la réaction. Comme ça, la réaction s'arrête. D'accord? Et on l'appelle comment? Et on l'appelle l'avancement, le réactif limitant. Et dans ce cas, si c'était le réactif limitant, la quantité de matière à l'état final, il serait égal à combien? Il serait égal à 0. D'accord? Et vous allez faire quoi? Vous allez résoudre une équation. Alors, l'équation égale 0, et après, donc, vous calculez la réaction ou l'avancement maximal. Alors, pour déterminer maintenant l'avancement maximal, ce qu'on va faire, c'est de déterminer, de supposer. On va passer par une supposition. Comment ça? Alors là, vous avez 2 réactifs. Vous avez l'aluminium et vous avez les ions H+. Alors, mais vous ne savez pas lequel des deux est le réactif limitant.
Alors, ce qu'on va faire, on va supposer. On va supposer que l'aluminium est le réactif limitant. Et après, dans un deuxième cas, on va supposer que les ions H+, est le réactif limitant. Et après, on va voir comment on va faire. Alors, on cherche le réactif limitant et on va calculer l'avancement maximal. Alors, la première supposition, si l'aluminium est le réactif limitant. Alors, si c'était le réactif limitant, ça veut dire à l'état final, NF, alors le petit F ici, il indique quoi l'état final? La quantité de matière à l'état final de l'aluminium est égale à 0. Très bien. Et dans ce cas, je vais faire quoi? Je vais résoudre cette équation. Alors, 0,37, alors donc cette équation que vous avez donc dans la table d'avancement. 0,37 moins 2x max 1, je vais l'appeler x max 1 égale à 0. Et comme ça, vous allez déterminer la valeur de x max 1. Alors, une fois que vous faites les calculs, vous allez trouver x max 1 qui est égal à 0, voilà, 185. Alors, si l'aluminium est le réactif limitant, alors x max 1, ça veut dire l'avancement maximal, sera égal à combien? 0,185 moins. Très bien. Ici, l'hydrogène. Alors, je vais faire une deuxième hypothèse. Je vais supposer que les ions H+, est le réactif limitant. Ça veut dire aussi que, voilà, donc la quantité de matière, voilà, des ions H+ à l'état final égale à 0. Je vais résoudre la deuxième équation. Voilà, et j'aurai une autre valeur. Très bien. Mais ce sera quoi l'avancement maximal? Alors, l'avancement maximal, ce sera la plus petite valeur entre les deux. Retenez ça, s'il vous plaît. L'avancement maximal est la plus petite valeur des deux valeurs calculées précédemment. Alors, si vous comparez les deux valeurs, ce sera quoi? C'est quoi la plus petite? La plus petite, c'est celle-là. Alors, automatiquement, je vais dire que l'avancement maximal, c'est 0,02 mol et que le réactif limitant est H+. C'est ça la technique. D'accord? Alors, donc, et puisque xm, c'est quoi? Inf, ça veut dire quoi? Inf, c'est uniquement une petite relation. Ça veut dire la plus petite valeur entre xm1 et xm2. Et puisque la plus petite valeur, c'est xm2, alors xm est égal à 0,02. Alors, 0,02, c'est l'avancement maximal si les ions H+ étaient le réactif limitant. Et voilà. Et vous pouvez, si vous avez par exemple 5 réactifs, alors donc vous devez faire combien de suppositions? 5 hypothèses. D'accord? Alors pour éviter de faire ça, vous pouvez résoudre ça directement. Alors vous mettez quoi? Vous mettez xm qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 xm1. xm1 c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale divisée par le coefficient stoichiométrique. D'accord? Alors, je vais vous donner la remarque. Alors, si les deux réactifs sont limitants, alors donc le mélange initial il dit le mélange stoichiométrique. Si les deux réactifs sont limitants, alors le mélange est stoichiométrique. Alors, c'est quoi un mélange stoichiométrique? Alors là, vous devez retenir ces définitions aussi. Un mélange stoichiométrique, c'est un mélange où les réactifs sont limitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disparaissent, voilà, donc à la fin de la réaction. À la fin de la réaction, vous n'aurez plus donc de réactifs. Et vous avez une autre relation qui va vous permettre donc de l'utiliser pour déterminer ces valeurs. Alors, à l'état final, la quantité de matière des réactifs est nulle. Alors, ça veut dire la quantité de matière initiale, faites attention, initiale des réactifs, divisé par leur coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de matière finale des produits divisé par, voilà, leur coefficient stoichiométrique. Alors, il y a la relation, c'est là la relation qui va vous permettre donc de déterminer donc l'avancement maximal. Alors, donc, il suffit donc de calculer les deux. Alors, donc, les deux, et de la quantité de matière initiale de l'aluminium sur le réactif, sur le coefficient stoichiométrique, et comparer les deux valeurs. C'est pas la peine de faire donc
c'est pas la peine de faire les hypothèses. De toute façon, il faut faire ça l'exercice d'application. La cinquième question. En déduire maintenant la quantité de matière de chacun des réactifs et des produits à l'état final. Alors donc, ça veut dire le bilan de matière à l'état final. Alors maintenant, après avoir déterminé l'avancement maximal, alors maintenant, vous allez le remplacer la dernière ligne. Alors dans la dernière ligne du tableau d'avancement, vous avez quoi? Vous avez l'état final. Donc vous avez les formules, vous avez l'expression des quantités de matière de chaque produit, chaque réactif à l'état final. Vous remplacez xm par sa valeur et vous calculez, vous faites les calculs. Et ces calculs, la détermination des quantités de matière, on appelle ça comment? Le bilan de matière. Le bilan de matière à l'état final. Alors, le bilan de matière, c'est tout simplement calculer les quantités de matière des réactifs et des produits, soit à l'état initial, soit à l'état final. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on a fait ici? Calculer quelles sont les quantités de matière initiale des réactifs. Alors, ça, on l'appelle comment? Le bilan de matière à l'état initial. Ici, on va calculer les quantités de matière, mais à l'état final. Alors, donc, on l'appelle comment? Le bilan de matière à l'état final. D'accord? Alors, si on vous demande dans une question de déterminer le bilan de matière, c'est tout simplement déterminer les quantités de matière des espèces chimiques, voilà, présentes dans l'équation. Alors, comment on va déterminer le bilan de matière? Alors, d'après le tableau d'avancement, j'ai pris uniquement ici donc la dernière ligne du tableau. Alors, vous avez l'équation de AL plus CH plus et ainsi de suite. Et donc, à l'état initial, à l'état final, vous avez 0,37 moins 2xm et ainsi de suite. Alors, et vous avez trouvé que xmax maintenant est égal à quoi? Est égal à 0,02. Vous remplacez ici. Alors, pour H+, c'est pas la peine de remplacer. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dit que c'est le réactif limitant. Un réactif limitant, ça veut dire la quantité de matière finale est égale à 0. Et vous précisez à chaque fois que c'est le réactif limitant. Là, pour l'aluminium, alors vous remplacez xm par 0,02. Et pour l'aluminium Al3+, alors donc là, vous allez faire une petite application numérique. Vous remplacez xm par sa valeur. C'est très très simple. Très bien. La sixième question. Alors là, c'est l'exploitation des données. Alors normalement, après avoir la pièce maîtresse ici, dans cette leçon, c'est le tableau d'avancement. Si vous avez bien compris le tableau d'avancement et comment vous le faites, comment vous devez le faire, le reste, c'est vraiment un jeu d'enfant, des calculs que vous pouvez faire, donc il n'y aura pas de problème. D'accord? Une fois que vous avez fait le tableau d'avancement, les questions qui vont venir, c'est quoi? C'est de calculer le bilan de matière. Après, on va vous demander de calculer les masses des composés solides, les concentrations des espèces chimiques en solution, les volumes des gaz, s'il y a formation d'un gaz et ainsi de suite. Alors, la sixième, calculer les masses des corps solides restant dans l'état final. D'accord? Alors, c'est quoi le seul corps solide que vous avez ici? C'est l'aluminium. Alors, l'aluminium, on l'appelle ici donc un réactif en excès. Alors, puisque l'autre, c'est un réactif limitant, H+ est un réactif limitant, ça veut dire qu'il va s'épuiser. L'autre, on va l'appeler le réactif en excès. D'accord? Très bien. Alors, on va utiliser les valeurs ou le résultat de la cinquième question. Alors, le corps solide qui reste dans la solution, c'est l'aluminium. Alors, on a déjà la relation, vous avez déjà calculé ça dans le bilan de matière, qui est égal à la masse sur la masse molaire. Alors, la masse est égale, alors c'est un petit calcul. Alors, on est passé de quoi? De 10 grammes, je crois. 10 grammes, voilà, donc maintenant, il reste combien? 8,91 grammes. Très bien. Alors, ça, c'est pour l'eau solide. La sixième, les ions présents dans la solution à l'état final. Alors, les ions qui sont présents à l'état final, c'est Al3+ et Cl-. Alors, faites attention, Cl-, c'est pas un réactif, mais il est toujours dans la solution.
Il ne faut pas l'oublier, d'accord? Alors donc, les ions qui sont présents dans la solution, ce sont les ions Al3+, et Cl-. Alors la concentration de Cl de Al3+, serait égale à quoi? À la quantité de matière finale des ions Al3+, divisé par le volume. D'accord? Alors, la quantité de matière, vous l'avez déjà trouvé dans la cinquième question, le bilan de matière, qui est égal à 0,04 mol, divisé par le volume de la solution. Alors là, vous aurez la valeur de la concentration. Mais faites attention, pour Cl-, il va garder toujours la même concentration. Pourquoi? Parce que donc c'est pas un réactif, mais un produit. Alors sa quantité de matière donc ne va pas changer. Alors la quantité de matière de Cl- sera toujours la quantité de matière initiale, voilà, de H+. Alors donc il ne va pas changer. Alors donc parce que c'est un ion spectateur. Très bien. La dernière question dans cette leçon, dans cette activité, c'est de déterminer le volume V de dihydrogène produit lors de cette transformation chimique. Alors là, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, alors le volume de dihydrogène H2 produit lors de cette transformation chimique est... Alors vous utilisez bien sûr donc la relation de la quantité de matière pour les gaz est égale au volume sur le volume molaire. Alors donc, et vous faites l'application, vous allez trouver que le volume de H2 produit alors est égal à la quantité de matière finale multipliée par le volume molaire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez trouver que c'est 1,44 litres. Et voilà pour l'activité numéro 2. Alors, quelques remarques importantes. Là, les choses dont vous devez faire attention. Alors, la première, il faut bien prendre le temps d'écrire et d'équilibrer l'équation de la réaction. Parce que vous avez vu, donc on a utilisé les coefficients stoichiométriques. Ça veut dire qu'une fois que vous faites erreur dans l'équation voilà, donc, de la réaction, les coefficients stoichiométriques, ou faites erreur les réactifs et les produits, alors donc tout le tableau d'avancement sera faux. Alors, en ayant pris soin d'identifier c'est quoi les réactifs, c'est quoi les produits, certaines espèces par exemple peuvent être spectatrices, alors il ne faut pas les utiliser avec l'équation, ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction. Alors là, c'est la première remarque. La deuxième, un tableau d'avancement est standard. Ça veut dire quoi standard? Alors vous devez le respecter. Vous devez bien représenter le tableau de la même façon. Alors, vous avez un tableau, donc il est standard. Ça veut dire il ne faut pas le changer. Il ne faut pas s'amuser à éliminer des lignes, ajouter des colonnes. Alors, faites attention, il ne faut pas prendre la liberté de supprimer des cases, colonnes en ligne. Ça va? Alors, donc, il faut toujours l'écrire de la même façon. Alors, il faut donc s'habituer. Vous avez tout simplement le document d'activité. Alors, donc, il faut l'apprendre. Les calculs effectués doivent être clairement présentés, par exemple en dessous ou parfois en dessus. Voilà donc du tableau. Soit qu'on vous demande de calculer les quantités de matière initiale au début, soit qu'on au cours voilà donc au cours de la représentation de l'établissement voilà du tableau d'avancement. Alors vous faites les calculs au fur et à mesure. Quatrième question, quatrième remarque. La troisième remarque, pardon, la quatrième, ce tableau peut être généralisé aux réactions à plus ou moins de deux réactifs produits. Alors tout à l'heure, on a utilisé une réaction où on a deux réactifs et deux produits, mais on peut le généraliser. Alors la seule chose, alors on a dit ici que le tableau est standard, alors la seule chose que vous pouvez modifier, c'est le nombre de colonnes pour indiquer les quantités de matière. Alors pour chaque élément de la réaction, vous devez indiquer une colonne. Alors si vous avez trois espèces chimiques, alors vous mettez 3 colonnes. Si vous avez plus ou moins, donc vous mettez le nombre de colonnes qui correspond bien au nombre des éléments que vous avez dans votre réaction chimique. La cinquième remarque, pour déterminer la valeur de Xmax et le réactif limitant, il faut autant d'hypothèses que de réactifs.
Ça veut dire, donc, vous devez faire des suppositions, des hypothèses. Et si, par exemple, c'est comme on a fait tout à l'heure, si le réactif est illimitant, ça veut dire sa quantité de matière à l'état final serait égale à 0, et vous faites résoudre l'équation pour déterminer la valeur de xm, calculer les valeurs de xm, xm1, xm2, xm3, et c'est quoi la valeur qu'il faut garder? Alors, on gardera celle qui donne la plus petite valeur. Faites attention, vous allez prendre la plus petite valeur de xm. Alors là, vous pouvez faire ça. Au lieu de faire des hypothèses, vous pouvez faire ça directement. Alors donc, xm est égal à quoi? À 1, la quantité de matière du premier réactif sur son coefficient stoichiométrique, la quantité de matière du deuxième réactif sur son coefficient stoichiométrique, et ainsi de suite. Et vous faites calculer ça, vous calculez ça, et vous prenez directement, voilà, la valeur la plus petite. La sixième remarque, certains réactifs sont parfois en excès. Ça veut dire en grande quantité, par exemple l'eau. L'eau est parfois produite, alors qu'elle est solvant. Alors dans ces cas, il est souvent inutile de remplir les colonnes correspondantes. Alors si vous avez ce genre de cas, vous mettez dans la colonne voilà, de l'eau en excès. Vous précisez en excès. De toute façon, on va voir ça, un exemple, l'exercice d'application. Le tableau peut être dressé en mol et parfois on peut le dresser en millimol. Si les quantités sont trop petites, alors pour ne pas avoir entraîné à chaque fois le 10 à la puissance moins 3, alors vous pouvez utiliser le millimol. Et comme ça, vous allez simplifier les écritures, voilà, donc les représentations des valeurs donc dans le tableau. Mais faites attention. Alors, le moment où vous allez faire les calculs, il faut pas oublier ce choix-là. Et pour remplir le tableau, il faut bien lire l'énoncé. Alors ça, donc, la majorité donc, passe directement voilà, les questions. Mais une chose que vous ne devez pas faire. Il faut pas le faire. Alors, vous devez lire attentivement l'introduction. Préciser c'est quoi les réactifs, c'est quoi les produits, c'est quoi les quantités que vous avez. Et comme ça, donc, vous pouvez déterminer, voilà, donc, ou répondre aux questions, tout simplement. La dernière, voilà, le remarque, un mélange stoichiométrique correspond à des quantités initiales de réactifs qui respectent la stoichiométrie dictée par l'équation de la réaction. Alors, dans ce cas, les réactifs sont tous limitants. Ils sont complètement consommés en fin de la réaction. Ça veut dire à la fin de la réaction, vous n'aurez plus de ces réactifs. Alors on parle de quoi? D'un mélange stoichiométrique. Vous retenez, s'il vous plaît, la définition d'un mélange stoichiométrique. Très bien. Alors on passe à l'essentiel, à la dernière partie de cette leçon. L'essentiel de ce cours-là. On suit l'évolution d'une réaction chimique grâce à une grandeur appelée avancement. On le note comment? X dans l'unité est la mole. L'avancement d'une réaction chimique est égal à la quantité de matière d'un produit formé ou la quantité de matière disparue si son nombre stoichiométrique est égal à 1. Alors on va revenir donc dans l'exemple de jus donc sur cette définition. Le réactif limitant est tout simplement le réactif qui est totalement consommé à l'état final de la réaction.